les gens ils disaient sur la rue, ils disaient mais quand nous avons fait la Belgique, la révolution, la Belgique comprenait. Maintenant la Belgique est en train de soutenir la minorité que nous avons chassée du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Mais personne ne s'attendait à ce que la situation évolue vers la mort des casques bleus belges. Personne. Le sentiment, donc à Tibet, j'étais là. Et dès janvier 1994, il y a eu quelques incidents dans lesquels étaient impliqués les casques bleus, et ce qui diminuait davantage donc l'estime qu'on avait envers les casques bleus belges. Tous les matins, à 6 heures, j'allais faire mon jogging. J'étais accompagné de mon secrétaire. Généralement, 3 ou 4 fois par semaine, je croisais un groupe de 50 interamoués qui faisait son jogging aussi le matin. Bon, moi, je ne me suis jamais senti menacé en rue où que je sois. Bon, si ce plan avait vraiment existé, on n'aurait pas dû attendre le 7 avril pour qu'on s'en prenne aux Belges. 6 avril 1994. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté sa résolution, nettement plus contraignante que la proposition du secrétaire général. Prolongation limitée à 4 mois pour la minuar et nouvel examen dans les 6 semaines. Voor het eerst verschijnen er gaten in het dagboek van Luc Marchal. Niets over de zending Akagera op die dramatische 6 april 1994. 6 Belgische blauwhelmen in 2 jeeps begeleiden een jeep met 5 Rwandezen op een tocht van bijna 500 kilometer door het Noordoosten. 5 van de 6 worden de volgende ochtend vermoord. De missie Akagera is nooit grondig onderzocht. C'est beaucoup plus tard que j'ai été informé de cette escorte et que je ne comprends pas du reste la raison pour laquelle je n'ai pas été informé au moment même, puisque ce type d'escorte faisait partie de procédures écrites et qui me réservait à moi personnellement l'autorisation donc de l'accorder ou pas. De enige overlevende van de Akagera-missie, Didier Lefebvre, weet in 1999 nauwelijks nog wat er toen gebeurd is. Ik bevond me in de jeep van luitenant Lottij en we moesten een andere jeep escorteren waarin zich 5 Rwandezen bevonden. Deze personen waren in burgerkledij. Ik weet niet meer waarom we deze personen moesten escorteren. We hebben het hele Akagera-park doorkruist en toen we er weer uitreden bevonden we ons op het meest noordoostelijke punt van het land. Daar zag ik militaire kampementen. We zijn nooit gestopt. Als we aan het einde van die weg gekomen zijn, hebben we rechtsomkeert gemaakt en zijn we teruggereden naar Kigali met de Rwandezen die we hadden begeleid. We hebben ze teruggebracht tot binnen in de CND en zijn naar ons kamp gegaan. J'ai déjà essayé de donner une explication à ce périple de plus de 400 kilomètres. Bon, ben c'est vrai, moi je suis pas romancier, mais si on a dans la perspective l'attentat du soir, on peut imaginer pas mal de choses. Mais bon... L'implication directe du 5, 6 casques bleus belges dans la mission, dans l'attentat même? Non, dans l'attentat, non, certainement pas. Non, ça certainement pas. Mais bon, je peux imaginer qu'on leur a fait jouer un certain rôle. Et il est clair que... Ils ont été abusés.
pour une délégation du FPR, avoir une escorte de la Minuar avec elle, ça permettait, le cas échéant, de couvrir une série d'actes qui n'auraient pas pu l'être autrement. Donc, ce n'est qu'une hypothèse, mais... Amener les missiles sur place, par exemple. Entre autres, amener les missiles sur place, et disons, les véhiculer sous la protection de la Minuar pour pouvoir les déposer à l'endroit ad hoc. C'est une hypothèse comme une autre. Dit voorjaar komt het geheugen van Didier Lefebvre plots terug en herinnert hij zich belangrijke details. Ik bevestig dat er bij die mensen leden waren van de FAR en leden van het FPR, die samen een observatiemissie uitvoerden onder onze bescherming. Le fait que les deux parties de délégation aient voyagé ensemble, ça c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Ça ne s'est pas passé avant. Non, ça ne s'est pas passé avant. Il y a eu parfois des missions qui nécessitaient une escorte pour les deux parties, mais à ce moment-là, chaque partie se déplaçait à bord de ses propres véhicules. Et là, ça m'étonne. Ça m'étonne. « 20h30, l'avion du président, revenant d'une réunion en Tanzanie, avait été abattu par 2 missiles. Sont morts dans cet attentat, outre le président Habyarimana, le président du Burundi et 2 de ses ministres. Jusqu'aujourd'hui, vous avez 2 théories qui sont totalement opposées. Une qui dit que ce sont les Hutus extrémistes qui ont tué leur président parce qu'il avait fait trop de concessions, et l'autre qui vous dit ce sont l'équipe de Kagame qui est actuellement au pouvoir qui ont joué un jeu là-dedans. Mais ce qui est étrange, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans après ou 15 ans, 13 ou 14 ans après le génocide, ce sujet qui est, je ne dis pas que c'est la cause essentielle, mais une des causes du génocide. C'est le déclenchement du génocide, est passé sous silence. Abdul Rudzibiza behoorde destijds tot de top van het rebellenleger. Nu is hij vluchteling in Noorwegen. 3 jaar geleden begon hij te praten. J'ai été sélectionné parmi les gens qui n'étaient là que pour faire dérailler le processus de paix. Ce n'est pas moi seul, nous étions nombreux dans le groupe appelé Network. Notre travail c'était ça. C'était seulement faire échouer le processus de paix d'Arusha. De quelle façon? En fait, on devait procéder à des assassinats politiques, on devait procéder à la création du chaos à l'intérieur du pays, les plantations de mines, et puis tuer les gens ici et là, et puis faire des reconnaissances pour chercher moyen d'amener les militaires à Tigari, et puis assassiner le président Habyarimana. Et le 24 mars 1994, j'ai été dans la délégation du gouvernement qui a été du côté de Murindi, dans la zone du FPR. Donc le FPR avait invité les membres du gouvernement dans le cadre des accords de paix d'Arusha à l'intention d'aider les handicapés de la guerre. Bon, là dans la fête, le président rwandais a tué Paul Kagame. Il était le commandant du FPR. Il a pris la parole et il a invité tout le monde à tout faire pour donc faire disparaître Habyarimana
il a dit, je ne pourrai jamais s'asseoir avec lui. Mais est-ce qu'il a dit qu'il allait tuer Habyarimana ou est-ce qu'il voulait dire liquider politiquement? Bon, dans ses propres mots, il montrait qu'on allait le tuer. Le 31 mars, c'est le dernier jour de la dernière réunion sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Lors de à l'issue de cette réunion, la décision a été prise que l'avion doit être descendu, doit être détruit, qu'Habyarimana devait être assassiné à tout moment que l'opportunité se présenterait. Le soir du 6 avril, on était dans la salle de télévision, on était en train de regarder un match de football, c'était le mondial. Alors là, il y avait le général-major Kagame, il y avait d'autres colonels du haut commandement militaire et il y avait d'autres membres des FPR et militaires qui étaient en train de regarder le match. Vers 8h25, le colonel James Kabarebe est entré dans la salle. Il a parlé au général Kagame, alors les deux sont sortis. Bon, les roquettes ont été lancées par deux militaires simultanément, presque simultanément, puisque l'un a lancé le deuxième 3, 4, 5 secondes après le premier. Mais le premier s'appelle Eric Hakizimana. Il a lancé le premier roquette. Ça n'a pas très bien réussi. Et puis le deuxième a été lancé par un lieutenant appelé Frank Ziza. Et puis c'est le deuxième qui a complètement détruit l'appareil. Frank Nziza is nu een topfiguur van het nieuwe Rwandese leger in Kigali. Onder meer prominent aanwezig bij de ondertekening van een militair samenwerkingsakkoord 3 jaar geleden met de Belgische minister van Defensie. Cette nuit même, l'unité du haut commandement a été ordonnée d'attaquer. Alors, l'unité est partie avec Kagame et James Kabarebe. Alors, d'autres unités militaires d'FPR, cette même nuit, ils se sont déplacés, ils ont quitté leur campement, ils ont attaqué. Toute la nuit, ils ont marché. Dès la nuit du 6 au 7, les opérations militaires du FPR ont commencé. Très tôt la nuit déjà? Déjà la nuit, il y a eu des informations selon lesquelles il y avait des mouvements. Le gros de l'offensive a débuté le 7. Il y a suffisamment de témoignages objectifs. Donc l'offensive stratégique a débuté le 7. Et ça, sur le plan technique, ça c'est impossible de profiter d'une opportunité qui était la mort du président pour lancer une offensive de cette envergure-là. Alors cette offensive était préparée parce qu'on savait qu'il y aurait eu cette attaque. Exactement, les deux sont liés. In maart 2004 komt de Rwandese president Kagame, 10 jaar eerder nog de rebellenleider, op officieel bezoek naar België. Op dat ogenblik circuleren al de eerste getuigenissen over zijn betrokkenheid bij de aanslag op het vliegtuig met de 2 presidenten. Het startsein voor de Rwandese tragedie van 1994. Can you formally say that the Rwandese Patriotic Front and yourself didn't have anything to do with the assassination of President Habyarimana? Well, it will not have been the first time answering that question to you, those who have made before. I don't want to keep repeating myself if that's what you wish.
RPF and myself have nothing to do with the death of Habyarimana. And very clearly, the source of that information has no credibility that should be relied on. And that is a fact of history. That is something that people should make judgment about, whether the first people to make any such allegations would have been those who actually made the allegations. Thank you. Moi, je n'ai plus de doute. Je suis affirmatif, c'est bien le FPR qui a organisé l'attentat. L'esprit de la population, l'esprit de presque tout le monde, donc c'était que le FPR, l'APR vient d'abattre l'avion du président. Mais les rumeurs sur l'implication des Belges, là vous n'avez pas appris à ce moment? Non, l'implication des Belges, non, plutôt la couverture de la mémoire ou l'implication de la mémoire. Donc la couverture des forces onusiennes ou l'implication de ces forces onusiennes, ça, on ne doutait pas. On ne doutait pas, puisque, comme j'aurais dit, l'avion a été abattu au-dessus des lignes des forces onusiennes. « 7 avril 1994, nuit calme. Vers 5h30, un communiqué à la radio annonce le drame de la veille. Cela déclenche une furie de tirs, de fusils et d'armes automatiques dans tous les camps. Après cela, les tirs n'arrêteront plus de toute la journée.